Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Marielle Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Un nouveau rendez-vous de Palisa cette semaine. Nous accueillons le docteur Dani Antonini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes également élu territorial. On va parler de votre parcours tout au long de cette semaine et on va partir de votre enfance, de votre naissance même. La petite Dani, elle est née où? À Marseille. À Marseille. Au moins le 5 septembre 1957. J'ai donc 62 ans et c'est une naissance double puisque j'ai une sœur jumelle qui est une fausse jumelle et nous sommes donc nées à Marseille toutes les deux. Toutes les deux, donc déjà très très liées. Avec ma sœur? Oui. Oui. Donc les premières... dans la petite enfance, mais là maintenant elle vit sur Marseille. Donc, Les premières années se passent à Marseille? Oui, jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors une vie comme, un peu comme au village, une vie dans un quartier marseillais, le quartier du Prado, mais où nous vivions tous ensemble avec ma grand-mère, ma tante, mes cousins germains, on vivait dans la même résidence, un petit peu comme au village. Vous avez transposé la Corse un petit peu à Marseille, dans ce quartier. Oui, c'était des vieux Corses du Panier. La famille de ma mère était des vieux Corses marseillais, et donc on a vécu ensemble jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis, à 7 ans, mon père, qui travaillait à l'EDF, a eu une proposition de mutation sur la Corse. Et ça a été le grand retour. Le grand retour. Puisque la Corse, c'était simplement les vacances d'été. Quels souvenirs vous gardez de ces premières années marseillaises? Une vie heureuse avec des Marseille. Marseille est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. C'est surtout à l'époque, c'était une ville agréable. Oui, c'est une vie heureuse. Même si la Corse nous manquait déjà, hein, et que quand on était petit, qu'on partait passer nos vacances, nos 2 mois d'été au village, quand on quittait le village, on était triste et malheureux. Et quand on repartait fin juin pour y passer ces 2 mois d'été, on était les plus heureux du monde. Mais un très bon souvenir de Marseille. Puis après, on y retournait pour nos études, donc... c'est une ville que je garde dans mon cœur. Il ne faut pas oublier que c'est la première ville de Corse. Quel enfant étiez-vous? Réservé, je pense, assez sage et réservé. L'école, c'était quelque chose qui vous plaisait déjà, oui. Ou c'était vraiment une obligation? Non, ça me plaisait. Ça me plaisait. Vous aimiez apprendre à l'école? Oui. Les premières amitiés se créent à Marseille ou ce sont plutôt des amitiés d'été au village? Non, j'ai des souvenirs d'amis de Marseille. D'ailleurs, c'est bizarre, elles étaient toutes corses. Et que je n'ai plus jamais revues. Puisque après, il y a eu plus de 10 ans qui se sont écoulés entre notre arrivée à Ajaccio et à nouveau mon départ pour Marseille pour faire mes études. Et non, les premières amitiés, c'est forcément celles du village, quoi. Les copains et les copines du village, qui étaient la plupart du temps des cousins, mais bon, c'est ceux-là. Comment vous avez vécu votre gémellité? C'est un sujet qui est difficile parce que c'est une fausse gémellité, d'une part, et donc il y a une comparaison permanente. Moi, je la vivais bien, mais je ne sais pas si ma sœur l'a vécu de la même manière. Parce qu'on nous a toujours comparé. C'est vrai qu'à l'école, j'ai peut-être tout de suite travaillé mieux. J'ai sauté une classe quand j'étais petite. Donc, je pense qu'il y a dû avoir peut-être des difficultés pour elle. Pour elle. Sauter une classe, on dit aujourd'hui que finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Vous l'avez finalement... Sans aucun souci. Je raconte toujours que donc, j'ai sauté le CE1. J'étais en classe avec ma sœur. Donc ça a été difficile pour moi parce qu'on nous a séparés. Je l'ai vécu vraiment comme une séparation. Et donc, j'ai sauté le CE1, je me suis retrouvée au CE2. Premier trimestre, j'étais 14e, le second, 7e. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, ça. Hein. Et puis, le troisième trimestre, j'étais dans les 2 ou 3 premières. Donc, j'ai eu aucun souci. Ça m'a pas... La séparation du début a été un peu compliquée. Oui, surtout, ça a été le plus dur. Je crois que ça a été ça, la séparation avec ma sœur. À 7 ans, vous rentrez en Corse, finalement, votre papa est muté en Corse. C'est ce qu'il attendait depuis le début, en fait, cette mutation en Corse ou... Je ne sais pas s'il l'attendait vraiment, mais ça a été une réelle opportunité. Il y avait une création d'un poste. Il devenait responsable comment ça s'appelait, l'atelier mécanographique, hein,
à l'époque, d'EDF. Et donc, on est arrivé au début juillet, nous avons pris l'avion. C'est la première fois qu'on prenait l'avion, la Caravelle. Et nous sommes arrivés en Corse et à Ajaccio, puisque nous avions un appartement de fonction, au tout début de l'avenue Kennedy. Et ça a été une nouvelle vie qui commençait. C'est ce que vous disiez, une nouvelle vie qui commence avec peut-être un autre espace de liberté, autre chose. Ah, c'était complètement différent parce que quand même on était très proches avec ma grand-mère, avec ma tante, avec mes cousins, on vivait tous ensemble. Donc c'est sûr que c'était une nouvelle vie qui commençait. Il a fallu se faire de nouveaux amis, rentrer dans une école qui était complètement différente. D'ailleurs, petite anecdote, je suis rentrée à l'école Saint-Jean, qui n'était pas encore terminée. Et donc le premier trimestre, les classes étaient dispersées dans le quartier Saint-Jean. Et moi j'étais dans une classe, ma classe de CM1, c'était une ancienne boucherie qui était avenue Colonel Colonna d'Ornane. C'était dans un renfoncement et cette classe était là. Ma sœur était en haut au palmier dans une autre classe. Et puis on a fait notre rentrée effective. Elle a eu lieu début janvier dans le centre scolaire Saint-Jean qui a été inauguré à ce moment-là. Effectivement, ça fait des souvenirs aussi marquants. Donc, vous grandissez à Ajaccio, donc l'école, le collège, le lycée. Oui, à l'époque, on ne disait pas collège-lycée, on disait lycée Laetitia, lycée de jeunes filles, puisque je suis rentrée l'année 67-68. Et je suis rentrée en 6e au lycée Laetitia, qui à l'époque n'était pas mixte. C'était le lycée de jeunes filles. Et les souvenirs que j'en ai, c'est une semaine la blouse rose et l'autre semaine la blouse bleue. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que dans votre tête d'adolescente, à part ce que vous faites aujourd'hui, vous est passé quoi dans la tête ? Ce que je voulais faire, je pense que je voulais être enseignante. J'avais ma tante qui était prof d'anglais au lycée Laetitia, pour lequel j'avais une grande admiration. Et j'étais bonne en langue. Je pense que je voulais faire plutôt ça. Cette transmission, c'est quelque chose qui vous importe ? Ou être institutrice. Enfin, je me voyais plus. Transmettre le savoir peut-être. Puis j'avais soif d'apprendre et peut-être effectivement de transmettre après le savoir. Les matières de prédilection dont vous disiez, j'étais bonne en langue, mais qu'est-ce qui vous plaisait ? Tout. Ouais, j'ai fait du latin jusqu'en terminale. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait de grec, parce que je trouve que c'est une très belle langue, et puis surtout, ça vous permet de comprendre l'étymologie des mots. Mais non, j'étais bonne en tout. Enfin, j'étais pas mauvaise. Voilà, une enfant plutôt réservée, vous avez dit. Une adolescente aussi, plutôt dans la réserve ou... Oui, assez réservée, mais bon, je faisais beaucoup de sport, donc j'avais un moyen de me défouler et de m'éclater, mais assez réservée, je pense, oui. Le sport, c'est l'autre passion de votre vie aussi ? Oui. J'ai toujours fait du sport. En ASU, je faisais du volley jusqu'en terminale. Et puis après, quand je suis partie en fac à Marseille, j'ai enchaîné, j'allais à la piscine 3 fois par semaine, je faisais du squash. Enfin, j'ai toujours fait beaucoup de sport. La bougeotte quand même. Ouais, des trucs où il faut se défoncer un peu, quoi. Après, quand je suis revenue, j'ai fait du tennis, puis après, je me suis mise à courir, et puis voilà. Vous choisissez donc une filière scientifique finalement ? Oui, tout simplement pour faire comme mon frère, qui avait commencé des études en médecine. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, tiens, je vais faire comme mon frère. Il était à Marseille, je pars avec lui en fac à Marseille. Et là, c'est une troisième vie qui entre. Ouais, une troisième vie. Là, c'était pas pareil. On quittait la Corse, on se retrouvait. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans et demi. Je me suis retrouvée à Marseille. Ouais, ça fait jeune, en cité universitaire, à Lumini en plus. Donc, heureusement que j'avais toujours cette famille marseillaise qui m'accueillait tous les week-ends. Mais on se retrouve dans une cité universitaire. C'est ce que je dis maintenant aux jeunes. Je dis, vous avez beaucoup de chance parce que vous vous retrouvez, vous avez des apparts, la plupart du temps des studios quand vous êtes en fac. Nous, c'était la cité universitaire. On était à plus d'une demi-heure de Marseille. Il y avait un bus toutes les demi-heures. Le week-end, c'était toutes les heures ou toutes les 2 heures, le bus pour descendre en ville, comme on dit. Et c'était des chambres sans sanitaire, la douche et les WC à l'étage. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais en tout cas, c'était comme ça. Et c'était dur de se retrouver seule dans une chambre. Qu'est-ce qui fait qu'on tient ?
Qu'on tient, je pense que ce qui fait qu'on tient, c'est d'abord le caractère, d'une part. Le fait de ne pas être seule malgré tout, même si j'étais seule dans une chambre, il y avait quand même mon frère qui n'était pas très loin d'abord. Et puis j'avais cette famille, un coup de mou, on pouvait toujours aller les voir, ils venaient vous chercher. Donc ça, c'était important. Je crois que la famille vous fait tenir. Et puis de savoir qu'il y avait peut-être vos parents aussi sur lesquels vous pouviez compter. Hein. J'ai un souvenir, au mois de novembre, c'était la première année, mon père m'appelle, parce que le téléphone aussi, c'était tout un poème en cité universitaire. Il y avait une sonnerie à l'étage, et une sonnerie à l'étage, et donc la personne qui était là répondait, disait quel numéro de chambre, alors on disait c'est telle chambre, on allait frapper à la porte en disant téléphone pour toi, donc il fallait descendre les 4 étages pour répondre au téléphone qui était dans la loge au rez-de-chaussée. Et un jour mon père m'appelle et je lui dis tu sais, j'en peux plus, je crois que je vais rentrer, je ferai autre chose. Et là il m'a dit allez viens, je vais te payer le billet, tu vas rentrer passer un week-end. Ça m'a ressourcée et je suis repartie revigorée, regonflée, prête à continuer. Les années de fac, médecine, vous partez un peu finalement sur un coup de tête sans savoir trop quoi faire pour suivre votre frère. Et à ce moment-là, est-ce que vous trouvez une vocation pour ce métier ? La vocation, c'est pas tout de suite, hein, parce que les 2 premières années, enfin la première année, des maths, des stats, un petit peu d'anatomie, certes, mais de la physio, des matières qui sont assez rébarbatives. Et c'est pas là qu'est venue la vocation, c'est après, dès qu'on arrive dans un service et qu'on commence à faire des stages. Là, je pense que l'amour, c'est une véritable passion pour cette profession, et c'est là que c'est venu. C'est venu à partir de la 2e-3e année, quand on commence à faire des stages hospitaliers. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait ? Est-ce qu'il y a un stage, vous avez choisi la cardiologie ensuite ? Pourquoi ? Parce que j'étais en 4e année de médecine et j'ai fait un stage chez le professeur Poch, qui était donc d'origine corse et qui était chef de service de cardiologie. Et j'ai découvert un mec extraordinaire. Et au début, c'est vrai que je voulais faire anesthésie réa, parce que je voulais faire de l'urgence, des choses comme ça. Et puis après, ce grand monsieur m'a fait aimer plus que tout la cardiologie. Et après, j'ai eu un accident de circulation quand j'étais interne au SAMU, un accident un petit peu sérieux. Et là, j'ai commencé à relativiser et puis me dire l'anesthésie réa, quand même, c'est dangereux. Tu peux mourir, quoi. Tu fais une sortie SAMU, tu te retrouves paralysé ou tétraplégique. Et donc, j'ai changé de voie et j'ai choisi naturellement la cardiologie. Il y avait aussi ce caractère d'urgence, de venir en aide. Voilà, c'est ça qui en fait vital. Je me suis dit tu resteras toujours, il y aura toujours l'urgence, les choses qui te font un petit peu vibrer, qui vont te faire. Donc ça m'allait bien. C'est une spécialité qui m'allait bien. C'est vrai que j'aurais pas pu faire de la dermatologie ou de la rhumatologie. Quelque chose de plus plan-plan, on va dire. Ça vous aurait pas non, convenu. Non. Ça, on a bien compris depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, donc, vous êtes une élue. On parlera de votre engagement politique dès demain, mais on va parler de manière un petit peu plus personnelle. Vous êtes une maman aussi. Oui. Voilà, d'un garçon. J'ai un garçon qui a 25 ans, qui s'appelle François-Xavier, qui est, je crois, ma plus belle réussite. Vous avez eu le temps, entre tout ça, justement, oui. de vous consacrer à lui aussi. C'est souvent difficile. Non, ça n'a pas été difficile, tout simplement parce que quand j'ai eu François-Xavier, je travaillais, c'était presque à mi-temps. Je ne prenais à l'époque que des gardes dans une clinique. C'était des gardes de 24 heures et j'ai commencé à travailloter, donc à monter un petit cabinet, mais c'était une activité de mi-temps. Et puis François-Xavier m'accompagnait partout, puisqu'il prenait les gardes avec moi. Et dès qu'il a eu 1 an et demi, 2 ans, je l'emmenais avec moi, il venait dormir. C'était votre assistant ? Oui, il dormait avec moi à la clinique. Après, plus tard, il poussait le chariot d'électro et il disait « Maman, on est de garde ce soir ?» Donc finalement, ça s'est très bien passé. Puis bon, le père était très présent aussi, donc pas de réel souci. Je pense qu'on s'est bien occupé de lui. Enfin, on a été très présent. Le retour en Corse pour vous installer comme médecin au terme de vos études, comment ça se passe ? Vous rentrez tout de suite ? Ah oui. Oui, dès que j'ai eu le résultat de mon examen, je suis rentrée d'ailleurs pendant ma spécialité, puisque moi j'étais pas interne, je suis passée par une filière qu'on appelait les CES, les certificats d'études spécialisées, où il n'y avait pas des stages obligatoires dans les hôpitaux, donc j'ai préparé mon CES en restant à Ajaccio. Et
je faisais des remplacements pour gagner ma vie, etc. Et donc j'ai passé cet examen et quand je l'ai eu, je suis rentrée de suite et j'ai commencé tout de suite à travailler à la clinique, à l'époque, la clinique COM, ici. Ensuite clinique du Golfe, où j'ai commencé donc à prendre des gardes et à avoir une activité de cabinet. Et aujourd'hui, ça dure comme ça. Ça dure comme ça. Donc l'activité s'est certes accrue. Mais je continue à bouger parce que, oui, effectivement, j'ai peut-être la bougeotte, mais je vais un petit peu partout puisque je travaille dans la clinique, je travaille dans un centre de rééducation, le centre du Finosel où je m'occupe de la rééducation cardiaque tous les matins. 2 fois par semaine, je monte faire de la scintigraphie à Castelluccio, où je fais des épreuves d'effort. 1 fois par mois, je monte à travailler, faire des consultations avancées à l'hôpital de Sartène, également 1 fois par mois à l'hôpital, à l'EHPAD de Cargèse. Je prends des gardes à l'hôpital, entre 3 et 4 gardes par mois. Et puis, je suis aussi le médecin de la CA. De la CA. Justement, ce maillage territorial, on va dire, cette présence que vous avez besoin d'avoir sur le terrain, ça fait aussi partie de votre engagement, de ce que vous appelez un engagement politique, un engagement militant. Tout à fait. C'est mon engagement militant. Moi, mon militantisme, c'est toujours exprimé de cette manière. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Dieu sait si pour moi c'est difficile, surtout maintenant, parce que bon, je commence à vieillir. Et faire la route 1 fois par mois pour monter à Sartène, ça commence à me coûter. Mais je crois que on avait l'occasion d'en parler. Quand je vais là-bas, que je vois une personne, que je vois, souvent ce sont des personnes âgées qui ne viennent pas sur Ajaccio, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de descendre, que je vois une personne âgée, que je lui trouve quelque chose et qui me fait penser que peut-être on va pouvoir l'opérer et lui permettre de gagner quelques années, je me dis, écoute, tu as été efficace, en tout cas, tu as permis à cette personne peut-être de bien et de mieux vieillir. Et je me dis que je ne peux pas arrêter, quoi. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Les consultations avancées dont vous parlez, ça fait partie aussi du dépistage précoce, on va dire. On appelle ça un peu... Oui, ça peut être du dépistage. Ce sont des consultations avancées. Ce sont en fait des consultations à l'hôpital de Sartène où on met à notre disposition un local et du matériel, et notamment matériel d'échographie. Donc il existe plein de personnes âgées qui ne descendraient pas sur Ajaccio, que les médecins n'enverraient même pas sur Ajaccio, parce que d'abord c'est coûteux, c'est fatigant, tandis que s'ils sont à 10 minutes ou 20 minutes de l'hôpital de Sartène, c'est beaucoup plus facile pour eux. Vous êtes également élu à la collectivité de Corse. On va parler justement de cette élection, élu sur la liste de Gilles Simeoni. Comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce qui vous a décidé? On a parlé hier un peu de votre sens de l'engagement militant. Quand est-ce que vous avez décidé finalement de vous jeter dans l'arène? Écoutez, on m'a sollicité et j'étais peut-être à un tournant de ma vie où je me disais, tu as 60 balais, peut-être que c'est le bon moment parce que ça va peut-être te permettre de ralentir ton activité professionnelle qui commençait à être pesante et pas pesante parce que c'est quand même un métier qui est difficile, mais pesante parce que le poids des ans fait que ça devient de plus en plus dur. Et donc j'avais cette opportunité et j'ai dit il faut que je la saisisse parce que comme je dis toujours, je suis née nationaliste, je crois. Et donc cet engagement que j'avais, j'ai jamais pu l'exprimer. J'ai été déléguée de la CSC à l'époque. Dans les années 75 ou 76, mais ça s'est arrêté là, quoi. Et je me suis dit peut-être qu'il est enfin temps de montrer cet engagement et de le faire évoluer. Cette prise de conscience, vous l'avez eue très jeune finalement, étudiante? Ah oui, très jeune, puisque j'étais même pas étudiante. Ouais. Lycéenne? En terminale, quelque chose comme ça. Je disais que moi j'ai eu la chance d'être accordée pour le discours d'Edmond. C'est quelque chose qui vous marque. Edmond était un homme extraordinaire. Et puis ce discours de 75, on ne peut pas l'oublier, quoi. De temps en temps, je me le réécoute Et là, vous vous dites, c'est le bon moment, en fait. C'est la bonne démarche aussi. Oui, tout à fait. C'est une démarche qui me convenait tout à fait et je me suis lancée. Voilà. Et vous avez été donc élue. Alors vous avez dit finalement, je me suis dit, l'activité professionnelle va se ralentir. Elle ne s'est pas ralentie. Pas du tout. Et vous vous êtes rajouté une activité politique derrière. Voilà. Mais qui n'est pas finalement très contraignante. Il y a comme je dis toujours,
je dis toujours aux autres élus, j'ai dit, moi, vous savez, les 2 jours de session, pour moi, c'est 2 jours de vacances. Bon, on est présent, mais on ne bouge pas, quoi. 2 jours où je suis tranquille et je ne pars pas dans tous les sens. Qu'est-ce que vous aviez l'impression que vous pouviez changer en étant élu? Alors, mon investissement, pour moi, c'était surtout faire évoluer les choses en matière de santé et en matière de jeunesse et surtout de sport, parce que c'était mes deux sujets de prédilection, parce que je crois que je sais faire que ça. Le fait justement que la collectivité se soit dotée, après la fusion des départements, d'un nouvel, on va dire pas d'une nouvelle agence, mais il y a une élue déléguée aux questions sanitaires et sociales, il y a une élue déléguée à la jeunesse et au sport, ça a été un argument supplémentaire pour vous d'avoir ces compétences-là, à ce moment-là? Non, parce que je ne savais même pas qu'elles allaient y être. Mais la collectivité récupérait des compétences qui, de toute façon, vous convenaient. Tout à fait. Alors aujourd'hui, justement, quel regard vous portez sur le mandat que vous avez pu mener, sur les sessions, sur les rencontres, sur les différentes avancées des dossiers? Ça va assez vite pour vous? En matière de santé, je dirais que les choses progressent. Récemment, nous avons porté une motion sur le PET scan et j'avoue que je suis le sujet de près parce que c'est un sujet qui me porte à cœur. Si on peut permettre à des patients qui sont malades, fatigués, de ne pas partir à Marseille pour passer un PET scan, je crois qu'on aura réussi quelque chose d'important. Là, on est en train de travailler sur l'oncologie, puisque Madame Riera a porté une motion qui a été adoptée par tous les groupes à l'Assemblée sur la problématique de l'oncologie, notamment à l'hôpital d'Ajaccio. Là, j'ai l'impression de faire quelque chose et de faire avancer les choses, oui, d'être utile. Merci beaucoup. Merci Dany Antonini d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouvera au fur et à mesure du temps qui passe, et notamment plus on s'approchera de mars 2020. Mais pour l'instant, on va en rester là. Ce n'est pas le but de l'émission. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Palisa avec Marielle Lanfranchi.